Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou du moins rebonjour. Vous avez été très nombreux à suivre hier la conférence internationale sur l'insécurité en Haïti, à poser des questions sur les sujets en débat, des questions, je dois le dire, très pertinentes. Alors, je rappelle en effet que la conférence a débuté hier avec les discours tous empreints d'engagement de la cérémonie de lancement. On a commencé avec celui du recteur de l'université Quisqueya, M. Jackie Lumar, qui en est l'initiateur. Ensuite, celui de M. Alba Carlos du Colegio Mexico, de M. Yves Voltaire des UPR, de M. Frémont Jacques, recteur de l'université d'Ottawa, de M. Peter Hakim, président émérite de l'Inter-American Dialogue, de Mme Mirlan Maniga, président du Haut Conseil de la Transition, et du Premier ministre Ariel Henry. Nous avons ensuite continué avec les panels qui étaient placés hier sous le thème causes, facteurs et acteurs de l'insécurité en Haïti. En panel 1, on a eu les acteurs haïtiens, relations entre l'économie, la politique et la criminalité. En 2, Haïti dans la spirale de la criminalité transnationale. En 3, insécurité et droits humains. En 4, la réponse de la communauté internationale à la crise haïtienne. En 5, les forces de sécurité haïtiennes, capacités, limites et coopération internationale. C'était du lourd, comme on dit, c'était pas de jouette. Ce matin, nous allons directement enchaîner avec les panels qui, cette fois, sont placés sous le thème « Avons-nous besoin d'une force étrangère en Haïti ?» Nous allons commencer dans l'ordre avec le 6e panel, insécurité et lien social, qui a priori devait être modéré par Jocelyn Val, recteur d'université Unitec et secrétaire général de la Corpua. Il aura un peu de retard, donc je vais, dans l'intervalle, faire le job, on va dire. Ensuite, en 7, nos forces de sécurité face aux gangs armés, modérées cette fois par M. Franklin Benjamin, professeur à l'Université d'État d'Haïti, à Quisqueya, chercheur à Innoved, Université Quisqueya. On continuera en 8 avec le panel impunité et justice privée, le système judiciaire face aux défis du phénomène Bois-Calais, modéré cette fois par M. Marc Proux, professeur à l'Université Quisqueya, doyen, chercheur senior à Innoved, Université Quisqueya. Et en 9, le point de vue des UPR, l'insécurité dans les autres départements, modéré par M. Narcisse Fièvre, secrétaire général du réseau des UPR. En 10, élection en contexte d'insécurité, modéré par Madame Ginette Chérubin, ingénieure architecte, ex-ministre, ex-membre du Conseil électoral provisoire. Et enfin, en 11, le facteur vaudou, mythe et réalité, modéré par Madame Louise Bijoux, anthropologue. Et pour conclure la journée, les synthèses et conclusions de la conférence vous seront proposées par M. Yves Voltaire, recteur de l'Université publique des NIP, et M. Jackie Lumarc, recteur de l'Université Quisqueya. Je précise de nouveau que la conférence est portée par un consortium réunissant l'Université Quisqueya, les réseaux des UPR, le Colegio Mexico, l'Université d'Ottawa et l'Inter-American Dialogue. Elle est évidemment toujours disponible en anglais, en espagnol, en français et en créole. Pour choisir sa langue d'écoute, il suffit d'aller en bas du Zoom et de cliquer sur l'icône du globe et vous aurez les langues au choix. Je me permets d'insister sur le fait qu'il faille respecter à tout prix le temps imparti à chaque panel. Nous comptons
sur les panélistes, évidemment, et les modérateurs pour être très vigilants là-dessus. Hier, on a dû reporter un panel à aujourd'hui et des participants nous écrivaient d'Europe, par exemple, pour nous dire qu'ils n'allaient plus pouvoir nous suivre à cause du décalage horaire. Aujourd'hui, tout le monde doit faire un effort sur la gestion du temps. Sans transition, nous allons lancer le premier panel du jour sur l'insécurité et le lien social que je vais modérer, en tout cas au démarrage. Et je vous souhaite, au nom de l'Université Quisqueya et du consortium, je vous souhaite une bonne suite de conférences. Merci. On va peut-être prendre 5 minutes pour mettre en place le premier panel. Donc, dans ce panel, on aura M. Georges Wilbert Franck, directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il va intervenir sur l'impact de l'insécurité sur la condition enseignante. On aura aussi Madame Caroline Udicourt, présidente du consortium des organisations du secteur privé d'éducation, COSPE. Elle interviendra sur l'effet de l'insécurité sur le rôle social de l'école et les apprentissages. On aura Monsieur Jean-André Victor, professeur d'université, qui lui parlera de l'insécurité et système politique, comment sortir de l'engrenage. Alors, la séance est ouverte. Je vous souhaite encore une fois un bon panel et je passe le micro à Monsieur Georges Wilbert Franck pour ses propos et sa présentation. Merci. Merci, Monsieur Jasmin. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier le consortium et le recteur de l'Université Quisqueya pour l'opportunité qu'ils m'ont offert de pouvoir intervenir dans cet espace public de débat et de réflexion autour d'une question qui devrait nous préoccuper tous et toutes. Intervenir sur l'insécurité en Haïti dans un contexte académique suppose un effort de recherche et d'objectivité pour émettre des idées éclairées capables de servir pour des actions dans une perspective de recherche de solutions. Il m'a été demandé d'intervenir sur l'impact de l'insécurité sur la condition enseignante en Haïti, un sous-thème qui est tiré de la thématique insécurité et lien social. D'abord, il n'est pas un secret pour personne que l'insécurité et la crise actuelle a comme impact sur la condition enseignante. Nous pouvons dire que ça a dégradé complètement la condition enseignante. Donc, pour aborder cette question, je me propose de regarder, de réfléchir autour de la dégradation de la condition enseignante dans le contexte de la crise actuelle et ses enjeux liés à l'accès à une éducation de qualité en Haïti aujourd'hui. Et mon propos se structure autour de 3 points. Dans un premier temps, je vais essayer d'esquisser le contexte de la crise actuelle. Dans un deuxième temps, je vais essayer d'analyser la dégradation de la condition enseignante en Haïti comme impact de la crise actuelle et pour esquisser rapidement certains enjeux relatifs à l'accès à une éducation de qualité. Après le séisme du 12 janvier 2010
ayant causé des dégâts marquant un tournant douloureux dans l'histoire du peuple haïtien, la République d'Haïti vit dans une succession de crises dues à des catastrophes naturelles et anthropiques. En effet, depuis les élections présidentielles de 2011 ayant conduit Joseph Michel Martelly au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, le pays est plongé dans l'instabilité gouvernementale et la violence systématique. La tendance au recours à des pratiques de corruption et de criminalité comme stratégie politique et économique prend un essor majeur dans la dynamique de renouvellement et de perpétuation de certains acteurs dans les sphères de pouvoir. Celui-ci se développe à un rythme effréné et brutal au point qu'il ne laisse à la population même le temps d'essouffler. En une décennie de malgouvernance entre 2011 à 2021 et de corruption démesurée, Haïti a connu la plus grande dilapidation des fonds publics de toute son histoire à travers le détournement des fonds générés par le programme Petro-Caribé. Dans deux rapports publiés par la Commission anticorruption du Sénat de la République, il est fait état de plus de 2,3 milliards de dollars américains dilapidés. À l'issue d'une grande et historique mobilisation baptisée Mouvement Petro Challenger, nous pouvons dire que c'est peut-être pour la première fois dans l'histoire du pays que l'on a connu un mouvement qui se porte sur la demande des comptes et non sur des tentatives de consolider un pouvoir ou de déstabiliser un pouvoir. Donc, à l'issue de ce mouvement, donc la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a publié deux rapports attestant la dilapidation de plus de 4,2 milliards de dollars américains pour la période allant de 2011 à 2020. Dans le secteur de l'éducation, ces mêmes tenants au pouvoir ont mis sur pied un fonds baptisé Fonds national de l'éducation, FNE. Donc, ce fonds alimenté par des prélèvements effectués sur des appels téléphoniques et sur les transferts d'eux ou vers l'étranger, donc, a été aussi dilapidé. Les premiers décaissements de ce fonds ont été gaspillés dans un programme baptisé Programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire, SUGO. Alors que la loi organique de ce fonds n'a pas été encore votée au Parlement, le gouvernement de Martelly a lancé le SUGO au Palais national, ignorant même les attributions du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans la gouvernance du secteur de l'éducation en Haïti. Après une campagne de propagande à grand renfort de publicité, des scandales sur les stratagèmes utilisés pour dilapider ces fonds collectés dans le cadre du FNE, se sont éclatés au grand jour. Jusqu'à présent, on ignore encore à combien est évalué le montant ayant été détourné du trésor public à travers ce programme. Cependant, une chose est claire pour tout le monde, c'est que le SUGO a disparu, mais l'offre scolaire publique, la qualité de l'éducation en Haïti, l'accès à cette éducation de qualité et la condition enseignante n'ont pas été améliorés. C'est dans ce contexte de grande corruption, d'instauration de la criminalité comme pratique de perpétuation ou de conquête de pouvoir, dans ce contexte marqué aussi par un effort de la population de se mobiliser pour cette demande de compte, que nous allons enregistrer
la dynamique qui va impacter négativement la condition enseignante en Haïti. Comment analyser la dégradation de la condition enseignante en Haïti comme impact de la crise actuelle haïtienne, de la crise actuelle de la société haïtienne? Donc, les impacts de la crise sur la société haïtienne sont visibles pour tout le monde. Point n'est besoin d'être spécialiste ou de faire des analyses pointues pour se rendre à l'évidence de l'état de dépérissement de la société haïtienne à tous les points de vue, à tous les niveaux. Au cours de l'exercice fiscal 2021-2022, le pays a enregistré un niveau d'inflation record, évalué à plus de 40%. Cela entraîne une dévalorisation des salaires et un affaiblissement du pouvoir d'achat des ménages. À cette inflation galopante s'ajoute la crise du carburant, la hausse généralisée des prix sur le marché haïtien, la perturbation récurrente des activités scolaires, la détérioration des conditions de vie des couches vulnérables, des déplacements forcés de la population, des difficultés de communication et de circulation. Il est à souligner aussi que les activités des bandes criminelles n'ont pas favorisé la libre circulation des produits agricoles ainsi que les marchandises en provenance de certains centres urbains. Un tel blocus des activités commerciales a causé la décapitalisation des agents économiques, des acteurs informels, des paysans, des grossistes et des professionnels de l'éducation. De tels impacts de la crise sur l'économie génèrent beaucoup plus de chômage et de la faim. Selon les données fournies par le Programme alimentaire mondial PAM, environ 65% de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire. Dans le cadre de cette réflexion, nous nous proposons d'approfondir le phénomène de la dégradation de la condition enseignante dans le contexte de la crise actuelle et ses enjeux liés à l'accès à l'éducation de qualité aujourd'hui. Pour y parvenir, nous allons, dans un premier temps, clarifier la notion de la condition enseignante à la lumière de certains écrits de certains penseurs. Ensuite, nous présenterons une description de la condition enseignante dans le contexte haïtien au cours de ces deux dernières décennies. Une telle approche nous permettra d'élucider la nature de la dégradation de cette condition pour qu'enfin mettre en perspective les enjeux de cette dégradation sur l'accès à l'éducation de qualité en Haïti. En termes de clarification conceptuelle, la notion condition enseignante revêt plusieurs significations et dans le cadre de cette réflexion, nous considérons la condition enseignante au sens de Claudel Lessard, pour qui cette notion renvoie à l'ensemble des caractéristiques qui définissent la situation des enseignants dans un système éducatif ainsi que leur place dans la société. De ce point de vue, la situation de l'enseignant se caractérise par un certain nombre de facteurs tels que sa formation, son statut, son travail, sa place dans la société et la reconnaissance sociale de sa contribution à la société. Si nous envisageons la condition enseignante de cette manière, il est indéniable que celle-ci peut s'améliorer ou se détériorer comme toute autre catégorie socio-professionnelle selon les impacts des facteurs d'ordre économique, politique, culturel et technologique. D'un autre côté, si l'on considère la condition enseignante dans le champ du travail, elle peut être appréhendée en termes de professionnalisation ou de déprofessionnalisation. Donc, la notion condition enseignante renvoie à des caractéristiques objectives et subjectives de la situation des enseignants. Elle décrit une réalité en même temps qu'elle contribue à faire de celle-ci un enjeu. En d'autres termes, nous pouvons définir la condition enseignante. Monsieur Franck, oui. Désolé de vous interrompre, mais il faut vraiment faire attention au temps. A priori, vous resterez pas loin de 5 minutes. Donc,
voudrais vraiment OK. prendre ça en considération. Rapidement, on va essayer de faire une description de la condition enseignante en Haïti. Et pour faire cette description, nous disons d'abord que le métier d'enseignant n'est pas valorisé et on peut se référer, par exemple, au barème de paiement du ministère des Finances. On ne va pas retrouver, donc dans ce barème de paiement, il y a 6 catégories. On ne va pas retrouver les enseignants dans une catégorie. Et ensuite, on peut se référer aussi à la situation salariale des enseignants. Et pour cela, nous prenons un tableau et un rapport à l'augmentation de salaire des enseignants dans le secteur public. Et pour l'année 2013-2014, cette augmentation est due au fait de mouvements de revendication des syndicats d'enseignants. Dans ce tableau, nous considérons seulement les instituteurs et ces instituteurs sont classés en 4 catégories. Il y a instituteur 1, il y a un effectif de 710, instituteur 2, 2780, 3, 1651 et instituteur 4, 7393 et pour directeur, on a 1628. Donc, ce qu'on pourrait considérer et constater, donc il y a 4 niveaux d'instituteurs. Les instituteurs 1 sont ceux qui sont diplômés, alors que les 4 sont ceux qui n'ont aucune formation et qui ont seulement comme niveau de formation la seconde. Et vous pouvez voir qu'il y a 10 fois plus d'instituteurs n'ayant pas une formation pour intervenir dans le secteur. Et en termes de salaire, en 2013, avant l'augmentation, les instituteurs gagnent environ 265 $ et avec l'augmentation, ça passe à 365 $. Donc, pour aller vite, on peut prendre, par exemple, la dégradation de leurs conditions au point de vue salarial à partir de 2017. Donc, les 265 $ deviennent 248 $, soit une différence de moins 30%. Donc, ce qui est expliqué par la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain. Et tout ceci, ce sont des conséquences de l'instabilité, de l'insécurité, de la crise. Ensuite, les enseignants vivent dans un environnement d'insécurité à un point tel que l'on enregistre des situations où les enseignants sont victimes de pare-balles en pleine séance de cours et ensuite des élèves aussi sont victimes en pleine séance de cours. Il y a des situations générales de déplacement, de kidnapping qui ont frappé aussi la condition enseignante. Maintenant, pour la nature de cette dégradation, donc on peut prendre la situation de l'école globalement durant l'année académique 2022-2023, dont la rentrée a été fixée au 5 septembre, mais nous savons que la situation catastrophique du pays a porté le ministère à reporter cette rentrée au mois d'octobre. Maintenant, avec le déclenchement des mobilisations politiques, on n'a pas pu, le système éducatif a été la grande victime parce qu'à Port-au-Prince et au Gonaïve, un peu partout dans le pays, les écoles ont été saccagées. Il faut vraiment conclure. Merci. Il faut conclure. Merci beaucoup. Eh bien, d'accord. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la situation, la condition des enseignants est complètement dégradée en raison de la crise actuelle du pays. Et cette dégradation a des enjeux sur l'accès à l'éducation, a des enjeux pédagogiques, parce qu'aujourd'hui, on peut se questionner sur quelle stratégie pédagogique à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à transmettre des savoirs de façon efficace dans ce contexte. On peut aussi se demander quel système d'évaluation à mettre en œuvre pour pouvoir fournir des résultats valides. On peut se demander aussi comment un enseignant peut
vivre avec son salaire qui est si dégradé dans ce contexte-là. Donc, nous pouvons dire que cette crise de l'insécurité a des impacts considérables sur le fonctionnement du système éducatif et cet acteur du système éducatif qu'on appelle les enseignants, donc leurs conditions se dégradent considérablement. Donc, il va falloir beaucoup à faire pour pouvoir redresser la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Franck. Merci d'avoir traité ce sujet absolument important, savoir l'impact de l'insécurité sur la condition enseignante. Et vous avez bien mis l'accent sur le statut de ce métier qui se dégrade. Vous avez mis en avant les conditions salariales qui ne sont pas du tout au niveau dans ce contexte de la vie chère. Et ça me fait penser à une interview du président de Singapour, justement, qui répondait et qui expliquait à un journaliste le succès de son pays. Et il disait que la première raison, c'est que justement, il avait pris cette mesure de revaloriser le métier d'enseignant. Il a beaucoup investi dans l'éducation et tous les résultats extraordinaires que son pays affiche aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense que nous, on est plutôt dans un cheminement contraire. Il faudrait rapidement se ressaisir. Merci pour l'intervention et sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Udicourt, donc sur l'effet de l'insécurité, sur le rôle social de l'école et les apprentissages. Le micro est à vous. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de présenter avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Caroline Udicourt, d'abord directrice d'école, c'est ce qui occupe la plus grande partie de mon temps. J'enseigne aussi à l'université Quisqueya et je suis très active dans la société civile, dans le domaine de l'éducation. Et je l'ai été particulièrement à travers le COSPE, le consortium des organisations du secteur privé d'éducation. Mais je ne suis pas la présidente, c'est monsieur Marc-Anthony Alix, qui est le président du COSPE. Donc, comme je suis d'abord une personne de terrain, je vais vous montrer en image des éléments, des exemples de ce qui se passe sur le terrain, avec comme étude de cas une école de Cité Soleil avec laquelle je suis régulièrement en contact. Je vais faire un partage d'écran avec vous maintenant. Voilà, vous voyez bien l'image? Vous voyez l'image? Oui, ça va. D'accord. Oh. OK, excusez-moi. Donc, cette image a été réalisée par Emmanuel Saint-Silus, qui a de l'Artibonite. Sa famille est durement frappée par l'insécurité. Et c'est un des fils d'Ismaël, artiste très connu, qui a choisi la peinture engagée. Et comme vous voyez, on montre des jeunes poussés par des mains cachées de toutes les couleurs et qui sont en train de terroriser une population, elle aussi très jeune, avec des enfants qui sont obligés de fuir et devenir des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Ici, c'est le témoignage d'un membre de gang qui dit que malgré qu'il ait fait Sareto, il a abouti dans les gangs. Je suppose que ce n'est pas la vision qu'il avait au départ pour lui-même. Donc, on va écouter son témoignage en créole. Bon amis comme ça qui vendent 4 000 $ américains. Moi-même, quand tu bloques comme 4 000 $ américains, on va chez l'Indawal au Brésil. Ça est pour fan qui bat nous l'élection. Ça est d'éviter pour fan qui bat nous l'élection. Samsung, après l'élection, qu'on y a demandé nous de déposer des armes. Et nous d'éviter de ne pas déposer des armes. Voilà la personne qui est Samsung. Voilà mon nous fait notre pour. Nous médias, c'est un média matin. Ça va marcher pour nous. Non, pour fan qui mettait nous pas. Nous ne pas de on même nous venons en retour. Nous venons en retour. WhatsApp général, pas l'école.
Quand je regarde cette vidéo, je me demande si ce jeune est encore vivant pour avoir fait ce témoignage. Il a fait un petit peu le tour de la communication WhatsApp dans le pays. Attends. Oh. Voilà. Ici, c'est Onel François que j'ai rencontré à Kiskeya. Il a été mon élève. Et puis, quelques années après, il a commencé à m'envoyer des WhatsApp avec des images de son école. Et c'est comme ça que j'ai rétabli le contact avec lui. Alors, Onel, le fils, était le fils d'un homme qui avait 17 enfants à Laguna, qui ne pouvait pas le mettre à l'école. Il a assuré lui-même sa scolarité en faisant toutes sortes de petits jobs. Il était un enfant en difficulté. Laguna avait été extrêmement pauvre et a abandonné à elle-même. Et il s'est retrouvé à Cité-Soleil chez les frères salésiens, où il faisait parfois étudier les enfants sur la cour. Et il a décidé d'ouvrir une petite école pour enfants en difficulté qui ne sont pas scolarisés. Son école a commencé sous une tonnelle et les salésiens lui donnaient un seau, une boquette de pois et une boquette de riz tous les jours pour donner à manger aux enfants. Et lorsqu'il m'a contacté, il cherchait surtout de quoi nourrir les enfants parce qu'il a une clientèle qui a faim. Et avant, il avait le programme du programme alimentaire mondial qui lui a été coupé sous Martelly parce qu'on lui a dit que désormais, le PAM allait travailler uniquement avec les écoles publiques. C'est une forme de justice. Mais finalement, Cité-Soleil a simplement perdu cette nourriture parce que l'école publique à qui on a offert la nourriture a refusé de l'accepter. Un micro ouvert, je pense que c'est celui de Lumoc, de professeur Lumoc. Oui. Et donc, on lui a coupé cette nourriture, mais la nourriture n'a pas abouti dans l'école publique de la zone parce que l'école a refusé. Ils ont dit que si eux, ils reçoivent cette nourriture, eh bien, ils sont attaqués pour la nourriture. On va piller leur dépôt, donc ils n'ont pas voulu la nourriture. Onel est à Cité-Soleil depuis près de 30 ans. Malheureusement, ce n'est pas pour ça qu'il a investi dans l'éducation. Il pense qu'à peu près 30% de ces jeunes, malgré qu'ils soient scolarisés, finissent dans les gangs. Mais en ne demandant que 2000 goudes par an aux parents et cherchant de l'aide ici et là, il a pu construire une école et tous les enfants qu'il envoie aux examens de 9e année réussissent. Alors, je dis les enfants, mais comme il accepte tout le monde, les enfants de tout âge, l'enfant qu'il envoie en 9e année peut avoir 14 ans, mais il peut aussi avoir 25 ans. Il y a des jeunes adultes. Donc, ici, ce sont les funérailles d'un écolier assassiné. Il y a peut-être en 2022, en mai 2022, il y avait beaucoup de désordre. Il y a une petite fille de 10 ans qui a eu une balle à la jambe et il y a un enfant de 9e année qui a été assassiné chez lui en même temps que sa tante. Ce sont les deux petites filles de la femme tuée aux funérailles avec des petites affiches qui disent « Merci l'État qui la cause, nous pourrons grandir sans maman. Merci l'État pays qui la cause, nous pourrons grandir sans maman. Merci en pile. » Et il m'avait contacté à ce moment-là parce qu'il cherchait à assurer les funérailles de cette famille. Et les corps, les cadavres étaient maintenus dans la maison avec des sachets de glace qu'on déposait pour qu'ils ne rentrent pas en décomposition. Et il cherchait une façon d'enterrer ces gens-là. Et finalement, c'est Pierre Fléchette de nos petits frères et sœurs à l'hôpital Saint-Damien qui a, je l'ai mis en contact avec Pierre Fléchette qui organise des enterrements plus ou moins dignes de gens morts, démunis, que parfois des corps qu'on trouve dans la rue. Mais en général, il y a des cercueils fabriqués en carton dans lesquels il les met. Là, Onel avait trouvé des sœurs qui avaient donné le cercueil. Ils ont pu avoir un beau cercueil pour l'enterrement. Donc, même les funérailles, comme directeur d'école, c'est lui qui a dû établir les contacts pour que son élève et sa tante soient enterrés plus ou moins décemment. Lorsque la Vareux était sous le contrôle des gangs, l'école d'Onel est tout près de Vareux. Il y a quelques classes qui étaient couvertes de béton. Donc, son école a été utilisée par VAR, comme VAR. Et dans les images que la police nationale a fait circuler de ceux qu'ils ont dû faire pour libérer Vareux,
Eh bien, il y a un extrait de la vidéo qui montre comment la police a détruit des salles de classe. D'Ounel, 3 ou 4 salles de classe, vous voyez l'état dans lequel ils sont en bas. Et à ce qu'il paraît, c'est quand il y a dans des situations comme ça internationalement, de telles mesures sont parfois de mise, mais il faudrait éventuellement que l'école que les salles de classe soient reconstruites. Donc, je vais vous... Ah, j'ai perdu ma petite... Voici la vidéo, on voit école Petit Cœur de Jésus, on voit la pousse. École Petit Cœur de Jésus. Voici la démolition de l'école de Mel. Donc, ensuite, alors que beaucoup d'écoles ferment à cause de l'insécurité, ONEL jusqu'à présent a pu rester ouvert. Donc, sa clientèle augmente alors qu'il y a 3 salles de classe en moins. S'il avait pu construire 22 salles, bon, parmi les salles, il y a les chambres gardiens. Chambre gardien, c'est le directeur, c'est le gardien. Il vit dans l'école. Donc, quand l'école était occupée, il avait dû prendre refuge quelque part. Il ne pouvait pas ouvrir. Donc, quand il trouve des fonds pour l'école, c'est l'école aussi qui lui permet de vivre. On a des cas comme ça, quand ses élèves ont faim, mais lui aussi, il a faim. Et il est obligé de se réfugier quelque part. Alors, ça, il trouve de l'aide par-ci et par-là. Bon, je l'ai mis en contact avec certaines personnes. Et là, c'est un remerciement. Il fait un très bon travail de documenter tout ce qu'il fait. Il fait circuler les images. Ça encourage les gens qui l'aident de temps en temps. Et une personne qui l'aide le plus régulièrement, il y a une église dans l'Ohio, c'est un jeune dentiste qui s'appelle Johnny Amazon. Bon, ma soeur qui travaille avait aidé à faire sa scolarité à devenir dentiste aux États-Unis. Mais son directeur d'école était comme ONEL. C'est un type qui s'était formé pendant qu'il a ouvert l'école, avant d'avoir terminé sa formation. Et il a toujours aidé. Il envoie de l'argent régulièrement pour le directeur de son école. Donc, il a commencé à envoyer de l'argent aussi à ONEL. Donc, ONEL envoie des images, il documente ce qu'il a fait avec cet argent et il partage. Alors, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, où il commençait à présenter son école, c'est une vidéo qu'une de mes filles qui est dans le marketing a faite de lui, qui raconte son histoire et elle a posté sur les réseaux sociaux où elle est très active. Et cette jeune femme-là que vous voyez, elle a pris contact avec lui parce que son papa a un hôpital à Cité-Soleil, l'hôpital Fontaine. Ils étaient plusieurs fois sur le point. Et elle-même, elle est vraiment brave, car malgré qu'elle ait souffert des œuvres de son papa en Haïti, parce que souvent son père n'était pas présent à sa graduation, elle avait laissé le pays avec la maman. Il y avait des activités, des moments, des tournants dans sa vie de jeune. Elle n'a pas pu avoir son papa avec elle parce que le papa était très actif à Cité-Soleil. Et bien, elle a laissé sa vie aux États-Unis avec son fils pour venir aider son papa avec l'hôpital Fontaine. Ils ont pris contact avec ONEL, ils ont créé une fondation. Donc, ONEL a un petit support parce que au moins, il fait partie d'une structure maintenant dont il est encadré par d'autres adultes formés qui luttent pour l'amélioration de la vie de la population à Cité-Soleil. Et cette jeune femme-là racontait comment elle était dans une bonne école et tout, mais elle a grandi dans la zone de Cité-Soleil. Ça lui avait toujours peiné de voir que les enfants autour d'elle n'avaient pas leurs besoins de base satisfaits. Madame, du coup, il faudrait... Je vais terminer, j'approche de la fin. La clientèle de l'école d'ONEL est grandissante. Après, malgré qu'il ait perdu les salles de classe, maintenant, il avait à peu près 500 élèves avant, maintenant, il a 600 élèves. Parce c'est une école quasiment gratuite. Il donne beaucoup plus qu'il ne demande aux parents. Il fait le travail de l'État. Et les autres écoles, beaucoup d'autres écoles ont dû fermer. Voilà. Alors, on demande excusez-moi, il dit que là, c'est incroyable ce que vivent les enfants à Cité-Soleil. On peut compter sur les doigts les écoles qui sont encore ouvertes. Et c'est quand les enfants arrivent à l'école, on connaît ceux qui sont vivants.
Et le problème maintenant, c'est qu'ils ont des classes qui vont jusqu'à 60 enfants à cause de la destruction des salles de classe et qui avaient été occupées par les gangs. Mais les enfants sont déterminés. On va t'imaginer qu'ils viennent à l'école malgré tiré, malgré gangou, malgré situation, ils viennent à l'école régulièrement. Professeur pas arrêté en pile parce que c'est ça le fait qui j'ai un professeur de qualité. L'école lycée concours école côté professeur qui sorti quand ça les gens fait stage. Donc ils viennent travailler avec mais leur jeune job qui paye puis bien, ils prennent. Donc mais lui-même il va venir n'importe qui moun bouti moun yo, il dégager le joindre des moun qualifiés au début de carrière qui accepté pour une expérience de travail avec ti moun yo. Excusez-moi. Oui. Oh. Maintenant, moun qui n'a éducation en Haïti met fier parce que malgré tout ça nous entendez, c'est un secteur qui progressait quand même. En 1982, dans les 15 à 24 ans, c'est 51% moun qui étaient alphabétisés. Kounia, en 2016, c'était 83%, Kounia, c'est tellement plus haut. Car son progression, c'est les chiffres de la Banque mondiale, c'est une progression de 32%. Et à travers le monde, en 82, il y avait 87% de cette population qui était alphabétisée. Maintenant, c'est 96%. À travers le monde, c'est un progrès de 9%. Les femmes font aussi beaucoup moins d'enfants. De 60 à 2020, c'est passé de 6 enfants à 2,8 et maintenant, c'est à 2,7. À travers le monde, c'est passé de 4,9 à 2,4. Et en général, c'est une bonne... Les enfants filles sont scolarisés autant que les garçons. Il y a une certaine discrimination quand même, mais à un autre niveau. Et c'est en général, la fertilité par femme, c'est une indication du niveau de l'éducation. Ça prend au moins 4 ans d'éducation formelle pour une femme contrôle son pouvoir de reproduction. Et là, vous voyez, les jeunes haïtiens font le maximum de toutes les opportunités qu'ils trouvent. Ça, c'est l'équipe féminine qui s'est distinguée internationalement. Il y a des gens qui disent c'est un miracle, c'est pas un miracle. Si vous fouillez, vous cherchez, vous verrez qu'il y a des gens qui ont fait de gros efforts et de gros sacrifices pour encadrer ces jeunes-là, tout comme modèle et son école à Cité Soleil. Maintenant, en Haïti, la réussite est ailleurs, malheureusement. Tous ces gens-là sont des professeurs d'université. Donc, Carole Bérotte, qui est la première femme noire et haïtienne comme présidente d'une université, elle travaille en Haïti pour créer des programmes de 2 ans de formation dans les universités en région. Elle collabore avec l'université haïtienne. Et voici Mme Gay, qui est Claudine Gay, qui est présidente de Harvard University. Alors, quelles conséquences pour l'éducation, l'importance des langues étrangères, l'importance du créole dans la formation, il y a beaucoup de travail dans la traduction, etc. pour le créole en Haïti, la fuite des cerveaux, la fermeture de nombreuses écoles, la dégradation de la qualité de vie des enseignants, un accroissement pour les écoles bilingues et anglophones et un accroissement pour les demandes de l'école gratuite, parce qu'ils n'ont pas de moyens et maintenant ils sont convaincus que l'État doit s'impliquer, que leurs enfants doivent être scolarisés, même s'ils sont miséreux. Et le renforcement du travail à distance et l'aggravation des iniquités, parce que le travail à distance, quand même, favorise les enfants qui ont les facilités et l'encadrement qu'il faut chez eux. Mais avec l'Internet, les jeunes ont le monde ouvert. Maintenant, le rôle social de l'école est accru parce que les enfants ne peuvent pas sortir, l'école fait la Saint-Valentin, le carnaval, etc. Les écoles sont obligées de faire preuve de plus d'empathie et de flexibilité plutôt que de la compétitivité et de l'élimination d'enfants en difficulté. Parce que d'ailleurs, ils ont moins de demandes, les femmes font moins d'enfants, beaucoup de gens partent, les écoles ferment, les gens ont moins de moyens pour payer l'école. Donc maintenant, je pense que dans l'école d'aujourd'hui, on prend davantage en considération les difficultés des enfants. Ensuite, bien que pour l'apprentissage, les enfants en première année ont plus de difficultés, il faut une bonne pédagogie, plus de connaissances pédagogiques pour travailler avec les jeunes enfants et les préparer à la lecture. Quand les jeunes enfants ratent beaucoup de jours de classe, ils perdent beaucoup. On ne peut pas travailler, l'enfant de 4 ans ne peut pas travailler seul à distance. Maintenant, les effets sur la performance académique, on a parlé de ça. Je vais laisser cette partie-là, comme on n'a pas beaucoup de temps. Il y a bien sûr aussi le stress par rapport aux difficultés de concentration. Et puis, les écoles doivent offrir une structure de rattrapage, les possibilités de fonctionner à distance, d'exploiter les ressources en ligne, un encadrement psychologique et
une réflexion sur l'entrepreneuriat, parce que quand les enfants finissent et qu'il n'y a pas de travail, pas d'opportunité, la formation ne les empêche pas de rentrer dans les gangs, et créer un think tank pour influencer le système et s'assurer que le gouvernement est sur la bonne voie. Il faut toujours être vigilant et critiquer ce qui ne marche pas. Et ensuite, montrer la voie surtout pour une meilleure évolution de la situation des enfants en Haïti. Il faudrait rapatrier nos jeunes, rapatrier nos cerveaux. Je vais vous montrer ces images parce que pour nous rappeler qu'on est un très beau pays, qui a beaucoup d'atouts. Et quand les jeunes partent pour étudier, pour se distraire, ils sont bien contents. Mais quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est une souffrance. Et nos jeunes Haïtiens, à l'étranger, sont très nationalistes. Nous avons pour pays me décoller, c'est une musique quand on la joue à l'école, mais l'école l'a crasé. C'est un pays, une musique que je pense qu'il ne va pas passer de mode aussi facilement. Comme vous voyez, ces jeunes-là portent des médailles avec la carte d'Haïti, ils portent les couleurs du drapeau, donc ils sont très fiers de leur pays et aimeraient bien pouvoir s'investir, mais notre génération doit créer les conditions pour qu'il y ait un rapatriement des cerveaux. Merci, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Ndikou. Voilà. Merci. Et effectivement, vous avez choisi des images et des témoignages très parlants. Ils valent, j'ai envie de dire, tous les discours. Et ils disent haut et fort, en même temps qu'ils dénoncent la situation de l'école en Haïti, de crise sécuritaire que nous vivons. Et surtout dans les quartiers difficiles, et cela nous renvoie effectivement à la difficulté, voire l'impossibilité de bien apprendre dans de telles conditions. Mais on a même arrivé à nous, est-ce que c'est pas du cinéma, là, on a essayé, effectivement, ça a composé, alors que nous connaissons très bien dans quelle situation il n'y a pas à prendre, côté que vous manquez en pile sous l'école, côté que vous pas gagné les professeurs qu'il faut, etc. Mais en même temps, son forme de résistance, nous voyons bien à travers Onel, l'école dans Cité Soleil, et qui campait debout malgré tout. Et donc, c'est à prendre en compte. Et on finit tout son note d'espoir avec des chiffres qui montraient que malgré tout, nous avons des bons chiffres. Là, par exemple, alphabétisation, etc., et qui baille un peu l'espoir. Et il m'a relevé tout le fait que proposer que l'école intéressée à l'entrepreneuriat pour que jeunes le passer dans le système, qu'à gagner réflexe à investir, construire tête, pas forcément à chercher un job dans l'État, parce que, je dis, c'est réalité pays, nous avons besoin de jeunes dynamiques qui sont capables de prendre en main. Merci. Je vous remercie encore une fois pour l'intervention. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Jean-André Victor, qui, lui, va parler de l'insécurité du système politique, comment sortir de l'engrenage. La parole est à vous. Donc, bonjour tout le monde, bonjour les organisateurs, le public, les participants. Je vais vous parler des relations entre l'insécurité et les droits humains et le système politique. Et l'idée, c'est justement, comme on vient de dire, c'est quelle contribution cette présentation pourrait apporter afin de trouver une réponse durable à ce problème. Pour le faire, et si on pouvait projeter mes slides, s'il vous plaît. Pour le faire, je vais vous parler de 4 choses. D'abord, le couple sécurité-insécurité qu'il faut interroger. Ensuite, les relations entre la force et le droit et ce que j'appelle le triomphe du cacoïsme pour terminer sur les perspectives. L'idée, c'est que
pour interroger le couple sécurité-insécurité, il faut rendre compte du fait que il y a plusieurs de ces couples dans les systèmes de gouvernance en général. Le couple pauvreté-richesse, déboisement, reboisement, le couple vice et vertu. Et des fois, il y a des gens qui vous parlent du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Donc, ce genre de propriétés qu'on rencontre par deux et sont liées par un système de réciprocité. Et la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi on prend comme angle d'attaque quand on veut aborder une question, quand on choisit l'un plutôt que l'autre. Pourquoi faire une conférence, par exemple, sur l'insécurité au lieu de faire une conférence sur la sécurité? Pourquoi choisir de lutter contre la pauvreté au lieu de choisir la création de richesses? Pourquoi choisir de parler du déboisement au lieu de parler du reboisement? L'idée, c'est que ces choix ne sont pas neutres, justement. Et ça renvoie à un problème de cybernétique, qui est la science des systèmes, et qui va servir de toile de fond à mon intervention. Et justement, en matière de système, vous parlez chaque jour de système éducatif, de système bancaire, de système universitaire, de système financier, système agricole. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent et ça arrive que, des fois, suivant, s'il vous plaît, ça arrive que le slide suivant, et ensuite, exactement, et donc, ça arrive que quand on fait les choix, justement, l'idée, c'est que on obéit, peut-être sans le savoir, à une règle qui régit le système. Cette règle est la suivante, c'est que un système abandonné à lui-même, son entropie augmente. Ça veut dire l'entropie, c'est la mesure du désordre du système. Et de ce fait, tous les systèmes tendent à augmenter leur entropie. Et si on ne fait rien, si on ne rajoute pas de la matière, de l'énergie ou de l'organisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est plus facile de détruire que de construire. C'est pour cette raison justement, parce que quand on construit, il faut apporter ou bien matière, ou bien énergie, ou bien information, ce qui est plus difficile que quand on détruit. Donc, il y a un piège des systèmes duals qui fait que quand on fait ces choix, il y a des conséquences qui accompagnent de tels choix. Par exemple, si on choisit de travailler sur l'insécurité plutôt que sur la sécurité, et la conséquence, c'est justement si le verre est vide, on a tendance à le vider. S'il est plein, à demi-plein, on a tendance à le remplir. Donc, à ce moment-là, on va insister beaucoup sur les problèmes d'insécurité et c'est ce qui se passe également dans d'autres domaines. La littérature sur la lutte contre la pauvreté, elle est très vaste. Et quand on cherche des informations sur le comment créer la richesse, c'est un peu différent, c'est plutôt mince et c'est l'une des conséquences de ce problème. Et évidemment, ça va avoir des relations avec le système de gouvernance, des relations avec les politiques publiques et jusqu'au mode d'investissement qu'on va retenir pour essayer de trouver des réponses à ce genre de problème. Un exemple
qu'on vient de voir justement avec Madame Udico, à qui je présentais compliments, qui a insisté, contrairement à ce qui se fait souvent, sur des choses positives. Et c'est ce qui manque justement dans la façon d'aborder les problèmes. On laisse tomber de côté les choses positives, on insiste beaucoup plus sur les questions négatives, et à ce moment-là, on avance, mais même quand on avancerait, et c'est très lentement, parce que on pourrait aller beaucoup plus vite en insistant sur les choses positives. Donc, ce qui veut dire que pour nous, il y a un lien vital entre les valeurs, les stratégies et les politiques, et ce lien se manifeste évidemment à travers les droits humains, et le système d'insécurité et le système politique. Ça, suivant, s'il vous plaît. Et maintenant, ça nous ramène à visiter les relations entre la force et le droit dans une société déterminée. Et depuis longtemps, on sait qu'il y a deux manières de vivre en société. Ou bien on choisit la force, ou bien on choisit les conventions. Et ça, Jean-Jacques Rousseau l'a bien expliqué, qu'il n'y a pas 36 façons de le faire. Pour avoir la force ne peut pas créer le droit, et comme elle ne peut pas créer le droit, il n'y a que les conventions qui restent comme base de toute légitimité et en termes de gouvernance. Et si on insiste sur l'approche de Rousseau, on va se rendre compte qu'on peut faire facilement une catégorisation. Ça veut dire, dans une société, on peut avoir un premier cas où la force prime sur les conventions, un second cas où c'est presque égal, et un troisième cas où la force est inférieure aux conventions, ça veut dire les conventions priment sur la force. Évidemment, on va toujours objecter que pour appliquer les conventions, on a besoin de la force, ce qui est vrai, mais là, c'est pas la même force, c'est de la force légitime qui est également un résultat des conventions. De sorte que notre thèse, c'est que dans notre pays, eh bien, on vit dans une société où la force domine les conventions, ce qui fait que pratiquement on vit à l'intérieur d'un état de non-droit. Et cela, on va le voir, c'est pas un point de vue, et ceci est supporté par plusieurs enquêtes qui ont été réalisées dans le pays. Et malheureusement, on ne peut pas entrer dans les détails étant donné le temps qui nous est imparti, mais malgré tout, il y a environ sur mon diapo 6 enquêtes fondamentales qu'on peut retenir sur cette question. D'abord, l'enquête du PNUD en 1995 qui a montré que les lois qui existaient avant l'élaboration du Code de l'environnement, les lois environnementales, étaient inconnues du grand public à 90%. 67% des juges ignoraient l'existence de ces lois, et ainsi de suite. Et on a vu le recensement général de l'agriculture en 2012 qui a montré que l'émiettement des parcelles cultivées est arrivé à un point critique où les parcelles qui font moins de 1 carreau représentent pratiquement 73% de la superficie agricole utile, et la plupart de ces parcelles sont non rentables. Ça veut dire quand on investit de l'argent dans l'agriculture, c'est à fond perdu pratiquement puisqu'on l'investit dans des unités de production qui ne sont pas rentables. Donc, à ce moment-là, vous allez voir l'enquête de l'amicale des juristes sur l'état de droit qui a montré également que la population est consciente de ce problème qu'on vit et qu'on ne vit pas à l'intérieur d'un état de droit, et que tous les souhaits évoqués à cette occasion tendent vers cette attente de la population
et qui patiente jusqu'à présent à cause de l'impossibilité d'instaurer un état de droit dans le pays. On a l'enquête avec le GADOUI sur les droits humains. Et dans cette enquête, c'est extraordinaire. Ce qui en est sorti, c'est que on connaît les droits politiques relativement bien, mais tout ce qui est droit de seconde génération, droits économiques et sociaux, et tout ce qui est droit de troisième génération, et les droits environnementaux sont pratiquement inconnus de la population. Et la même chose se passe quand on regarde l'enquête réalisée par le CSPJ en 2014-2017 sur l'état de la magistrature. Il y a beaucoup d'informations dans cette enquête concernant les tribunaux de première instance, comment ils fonctionnent, les problèmes matériels, les problèmes humains, les problèmes de logistique, les problèmes de fonctionnement. Il y a des chiffres sur toutes ces questions et ça prouve encore une fois que il y a une masse d'informations disponibles pour formuler de bonnes politiques dans le pays. Malheureusement, cette information reste dans les tiroirs. Et la dernière enquête, c'est une organisation étrangère qui l'a réalisée, WRI, World Resource Institute, avec 70 pays dans le monde, dont Haïti et la République dominicaine. Et Haïti figure en dernière position, 70e sur 70. Et qu'est-ce qu'on devrait analyser? C'est montrer que le système d'information, combien il est faible, le système d'accès à la justice de la population et combien il est faible, et le système de participation de la population aux affaires nationales, combien également il est faible, et Haïti vient en dernière position dans le classement international sur cette question. Donc, c'est vous dire que il y a des enquêtes qui ont été réalisées, des informations qui sont disponibles, mais qui sont mal connues et qui ne sont pas utilisées pour la formulation de bonnes politiques. Donc, il y a le fait que, puisqu'on vit dans un état... Betoni là, ok, d'accord. Ma bien, puis t'as aussi. Betoni, fait mes micros à vous. Ouvert. Ok. Si on va profiter, M. Victor, de penser à la conclusion. Merci beaucoup. On arrive à l'émergence des groupes armés, évidemment. Et pourquoi on a ce qu'on a actuellement dans le pays, qui est arrivé à un seuil critique, c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui sont mentionnés ici, dont les principaux: démographie, pauvreté, la drogue, et le renouvellement du personnel politique par la violence, etc., etc. Et diapo suivant, s'il vous plaît. Et maintenant, tout ceci nous amène à un fait extraordinaire, c'est à la reconnaissance de la permanence des groupes paramilitaires qui existent dans le pays depuis avant 1804 jusqu'à maintenant. Et c'est par l'intermédiaire de ce phénomène continu dans notre histoire qui fait que on arrive au triomphe du cacoïsme. C'est le thème que j'ai utilisé pour mentionner l'utilisation de mercenaires des groupes armés à des fins politiques ou économiques, soit pour la conquête du pouvoir, soit pour la conservation du pouvoir, soit également pour, côté économique, obtenir des privilèges et des bénéfices économiques, étant donné que on n'est pas entré dans un système de compétition économique entre les entreprises et dans le pays. De sorte que on a une typologie des systèmes qu'on peut voir rapidement. Et avant l'indépendance, c'était les cacos de la machette. Et de 1804 à 1915, c'est les cacos avec des fusils. Et à partir de
15, occupation américaine, et ils se sont autoproclamés les cacos de la plume. Et Quignolet a écrit un beau texte sur cette question des cacos de la plume. Ça veut dire des gens qui n'ont pas pu aider Charlemagne Péralt, mais qui ont utilisé la plume pour défendre le pays. Il y a aujourd'hui ce que j'appelle les cacos de la parole. Et regardez ce qui se passe à la radio, par exemple. Ça veut dire, on fait des discours en permanence pour établir des diagnostics à n'en plus finir et comment résoudre les problèmes entre eux. Et tout cette forme d'expression du cacoïsme fait que on est en présence d'une situation où on arrive aujourd'hui aux cacos qui sont dotés d'armes automatiques depuis 91 et c'est arrivé à l'apogée dont je viens de parler tantôt. Donc, les règles de cybernétique qui s'appliquent à tout ça, c'est pas compliqué. Ça veut dire que l'une des règles, pour donner un exemple concret, et la dernière, quand la sortie d'un système devient une entrée pour le même système, c'est ce qu'on appelle le feedback, la rétroalimentation, et ça explique que la prolifération des gangs est d'une part, mais le fait surtout que ceux qui ont investi pour créer les gangs, ils ont perdu le contrôle des gangs justement à cause du principe d'émergence. Le slide suivant, c'est les perspectives. Donc, vous avez d'un côté un problème qui demande une approche holistique, ça veut dire que c'est un problème complexe, et ce problème complexe, pour trouver des réponses valables à un problème complexe, il faut l'interdisciplinarité. Ça veut dire des équipes pluridisciplinaires qui se penchent sur la question et abandonner l'approche sectorielle et pas nécessairement totalement, mais quand même donner la priorité à l'approche interdisciplinaire. Et sur cette base-là, et sur le plan conjoncturel d'abord, la solution qui est proposée, c'est que on cherche à conclure un accord adulte avec un allié puissant. Pour quelle raison? La raison, c'est que on a vu ça avec d'autres exposés dans cette conférence, que d'une part, c'est impossible avec le taux de croissance économique qu'on a, avec les budgets qui sont élaborés, c'est impossible d'avoir les fonds suffisants pour changer le cours des choses. De même que la production de savoir telle qu'elle se fait à l'université, on l'a vu également avec les économistes, que ça ne concorde pas avec les besoins réels de la population, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, ça veut dire que si on continue avec l'humanitaire, si on continue avec le même système qui est en vigueur actuellement, les chances sont très faibles, sinon presque nulles, d'arriver à changer les choses. Et c'est pourquoi, au lieu de s'enfoncer dans la charité internationale, de continuer à solliciter toutes sortes d'aides. Ça fait 50 ans qu'on a dans l'aide publique au développement et qu'on n'arrive pas à trouver ce développement. Il est temps maintenant de comprendre qu'il faut utiliser un autre système de gouvernance qui demande d'avoir un accord adulte avec d'autres pays de manière qu'on commence à travailler dans ce pays. Et la deuxième chose, c'est côté structurel. Il faut entrer dans la République du savoir, comme on a dit là, et revoir notre système d'enseignement et ne pas continuer à enseigner aux jeunes des métiers qui disparaissent, mais plutôt des métiers qui naissent. Et grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et cela prend également des attitudes et des comportements différents qui vont influencer les politiques publiques. Et le rôle du système politique dans tout ça, c'est que justement, on ne peut pas faire tout ça
dans une mise en commun des ressources. Et cette mise en commun des ressources, elle n'est possible que si on arrive à un accord politique global au niveau national. Et pour y arriver, ça prend justement cette approche interdisciplinaire qui fait que on puisse, à l'occasion, mobiliser la population et faire en sorte que et on arrive à mettre tout le monde dans ce pays au travail, comme je disais, et faire en sorte que on profite, comme on dit souvent, de la crise multiforme qu'on connaît actuellement là, on profite des opportunités qui s'offrent à nous maintenant, justement à cause de ce qui se passe au niveau international et au niveau global, au niveau planétaire, et qu'on profite de tout ça pour prendre des raccourcis technologiques et faire en sorte que on investisse beaucoup plus en regardant vers le futur qu'en se tournant vers le passé. Et c'est ça l'idée fondamentale du message qui est transmis à travers cette intervention. Et je vous remercie de votre compréhension. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Merci pour cette présentation. Et effectivement, vous avez commencé par poser le piège du système binaire, donc positif / négatif, en disant qu'il fallait mettre l'accent sur le positif et ne pas céder à la tentation de ne mettre en avant que le négatif, ce que nous avons souvent tendance à faire. Et vous avez aussi posé le binaire force versus convention. Vous avez emprunté la nomenclature de Rousseau qui justement présente entre les trois phases. La phase où c'est la convention qui l'emporte, la phase où force et convention sont à l'équilibre, et la phase où c'est la force qui l'emporte, qui correspondrait effectivement, vous en avez fait la démonstration, à ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti, et qui nous donne par exemple le phénomène Bois-Calais, qui est, je pense, une expression de cette situation, et où c'est la force qui s'exprime justement. Et on rentre dans la justice privée, et vous avez montré aussi que cette situation est nourrie par une méconnaissance des droits de nos citoyens haïtiens. On ne connaît pas ces droits, donc du coup, l'enfreindre ne pose pas de problème, parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, être responsable de ce qu'on ignore. Et l'accès à la justice, un deuxième élément qui nourrit cet état de fait, où la force prend le pas sur les conventions, et aussi, et donc, vous avez du coup plaidé pour le fait qu'il fallait que dans notre système éducatif, on prenne en compte ces faiblesses-là, et que dans notre système éducatif, on joue sur la multidisciplinarité, et pour justement faire triompher, entrer dans l'ère du savoir, dans la politique du savoir, pour sortir justement de cette situation où nous sommes. Et donc, je crois que c'était, me semble-t-il, la dernière intervention pour ce panel, et je félicite les différents intervenants. Monsieur Franck a bien mis l'accent sur les conditions de l'enseignant et la dévalorisation de ce métier et la nécessité de redresser la barque. Madame Udicourt a, quant à elle, avec des images à l'appui, montré la difficulté que cela représente aujourd'hui d'apprendre en Haïti, et au regard de la situation sécuritaire qui règne, et en même temps avec un message d'espoir et qui montre qu'il y a une résistance malgré tout,
et que tout n'est pas perdu. Et je pense que certainement, on a beaucoup de questions sur la question. Je vais essayer de partager avec vous ce que je trouve comme question. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps. Ah, apparemment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Et donc, on va, je pense, comme d'habitude, prendre les 5 minutes pour permettre au prochain panel de se mettre en place. Mais encore une fois, merci pour les différentes interventions qui montrent bien la cassure qu'il y a aujourd'hui au niveau des liens sociaux dus à l'insécurité et notamment à travers l'école. Merci beaucoup et on vous retrouve tout de suite après pour le prochain panel